Monsieur Deming, c'est un célèbre statisticien du siècle dernier qui disait Without data, we are just another person with an opinion. Ça veut dire que si on n'a pas de données, on a une personne qui a des idées, des croyances, mais on va dire pas au-delà. Maintenant, pourquoi évaluer nos pratiques professionnelles? L'un des objectifs serait d'identifier les écarts entre les recommandations internationales et ce qu'on fait. Les recommandations en général sont faites pour améliorer la prise en charge de nos patients, pour qu'on soit meilleur, pour qu'on soit plus performant et plus utile. Et donc, in fine, ça a un impact clinique. Comment arriver à cet impact? Il faut qu'on puisse mesurer. Et si on voit les dernières recommandations de l'ASAS sur le reporting des essais cliniques et études observationnelles, il ne suffit pas de mesurer un instant T, mais ce qui est encore plus pertinent, c'est la sensibilité au changement. C'est entre le moment où je commence mon traitement et 3 mois après, quelle a été la différence observée? Est-ce que cette différence va augmenter dans le temps? Pour que je puisse y arriver, il faut que j'évalue. Une autre possibilité aussi, en dehors des guidelines, c'est d'optimiser les ressources terrain. Nous savons tous que nous sommes liés à notre contexte. L'accès au biologique n'est pas égal pour tous les patients. L'accès à l'imagerie non plus. Donc il faudrait qu'on puisse faire au mieux dans notre contexte pratique. Autre question, pourquoi la vraie vie? Pourquoi ne pas se suffire des essais et des études? Parce que clairement, les patients qui sont inclus dans les essais ou les études ne correspondent pas aux patients qu'on voit dans nos consultations. C'est des patients qui sont choisis sur des critères d'inclusion bien spécifiques, très peu de comorbidité, d'un certain âge, d'un certain groupe. Donc de là à extrapoler et généraliser d'emblée les résultats, c'est difficile. Donc on a besoin des registres, des données de la vraie vie, pour avoir une idée de ce qui se passe réellement et de qu'est-ce qu'on pourrait justement améliorer. Dernière question, pourquoi les spondyarthrites? Alors, les spondyarthrites, c'est un groupe de pathologies qui reste hétérogène, assez complexe à mon sens, et pour lequel le délai diagnostique est assez long. On vient de publier une étude sur la cohorte ASAS-PERSPA, 4400 spondyarthrites dans le monde, où on a mesuré le délai moyen de diagnostic. Alors c'est un délai qui est autour de 4 ans entre le premier symptôme et le diagnostic, et c'est un délai qui change selon la localisation géographique du patient. Il est plus élevé dans la région MENA, plus court en Europe, l'Asie est entre les deux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'entre les patients qui étaient diagnostiqués en 1960 et ceux de maintenant, le délai diagnostique se raccourcit au fil du temps, mais il n'est pas égal dans toutes les régions. Donc on a le souci du délai diagnostique de la région et du phénotype. Parce que clairement, quand on a une spondyarthrite qui vient avec une symptomatologie axiale, donc typique, elle a un délai diagnostique plus long que si elle a des manifestations périphériques associées. Donc là aussi, le phénotype fait qu'on peut avoir un délai diagnostique qui est plus long. Alors, on a fait... Dr Nourdi, qui est avec nous, vient de publier le résultat de 3 ans de suivi du RBSMR, notre registre national des biologiques, qu'on a initié il y a une dizaine d'années, en 2016. Donc ça nous donne une information sur nos pratiques, sachant que c'était des patients qui étaient tous vus dans les 10 CHU de 2016. Première information. Deuxième information, le BASDAY, lui, il était fait un peu plus fréquemment. On avait 35 patients qui n'avaient pas de BASDAY versus 159 qui l'avaient eu. Le BASFI aussi. Alors l'ASDAS-CRP était réalisé sur 114 patients et 80 patients suivis dans le registre n'avaient jamais eu d'ASDAS. Donc on avait des patients qui n'avaient pas de B27, qui n'ont pas eu de BASDAY, ni de BASFI, ni de ASDAS, et pourtant qui étaient suivis pour des biologiques dans des centres universitaires. Et ce sont des pratiques, et quand on voit leur évolution globale, globalement, c'est pareil dans les différentes régions. Donc, la problématique de la spondyarthrite, c'est une maladie qui est, donc, comme vous le savez, chronique avec un délai diagnostique. Le retard peut varier de 2 à 10 ans selon les pays. On a une hétérogénéité qui est due au phénotype, axial versus périphérique. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, dans nos pratiques de ville ou d'hôpital, face à un patient spondyarthritique? Est-ce qu'on évalue son activité ou pas? Est-ce qu'on fait de l'imagerie ou pas et à quel rythme?
Et donc, pour ce faire, on a fait une étude transversale de juillet à septembre dernier qu'on a distribuée sur le groupe partage en rhumatologie. Alors, j'ai demandé à Safia de m'envoyer le nombre de membres SMR. Donc, j'ai appris qu'on était 539 membres SMR à ce jour, dont 371 spécialistes et 168 résidents. Alors, sur ce 539, 316 membres font partie du groupe WhatsApp Partage en rhumatologie sur lequel on a diffusé le questionnaire. Et sur ces 316 membres, on a eu 85 réponses, ce qui correspond en gros à 26%. Et c'est globalement ce qu'on attend quand on envoie e-survie, entre 25 et 30%, on est correct. Je peux vous donner la proportion des femmes entre les deux groupes. Dans le groupe spécialiste, il y avait 65% de femmes versus 35% d'hommes. Et chez les résidents, 85% de femmes versus 15% d'hommes. Donc la spécialité se féminise. C'est un fait. Alors la distribution des différentes villes, on les a. On a eu globalement des réponses qui ont couvert tout le territoire marocain. Et avec une proportion qui représente notre communauté, 75% de femmes, avec une pratique mi-hospitalière, mi-privée, et un niveau d'expertise globalement intermédiaire. Alors, débutant, c'était moins de 5 ans, intermédiaire, c'était entre 5 et 15 ans, et expert, c'était au-delà de 15 ans. Alors, à la question, quel type d'imagerie des sacro-iliaques utilisez-vous en première intention pour évaluer l'activité de la maladie? Près de 30% n'utilisent aucune imagerie de sacro-iliaque pour l'activité de la maladie. 40% font des radios standards, 18% uniquement font de l'IRM et 13% font de la radio et de l'IRM. Alors le B27, je n'ai pas le graphique. Là aussi, est-ce que vous avez effectué le B27 chez vos patients? On a eu 33% qui ne l'ont jamais fait, donc ça rejoint les données du registre, 25% qui l'ont fait, et 37% le font en cas de doute diagnostique. À la question, dans quelle situation avez-vous recours à l'IRM des sacro-iliaques? Alors, la majorité le font si j'ai une radiographie normale et une clinique évocatrice. 85% vont le faire si j'ai un doute devant une radiographie qui est peut-être anormale. 50% seulement le font dans le cadre d'un diagnostic initial. Donc, c'est franchement pas automatique de demander une IRM dans nos pratiques, même initiale. Et moins de 10% le font avant de changer un traitement. La fréquence est variable entre jamais et souvent selon les différentes régions. Et là, alors, on a demandé est-ce qu'ils avaient un radiologue référent. 40% ont la chance d'avoir un radiologue référent dans leur pratique et 55 ne l'ont pas. 36, c'est en cours, ça veut dire qu'ils cherchent à avoir ce référent. Je ne vous ai pas présenté les résultats de l'interprétation. Il y avait une question pour dire qui c'est qui interprète ou à qui vous faites confiance pour interpréter les résultats de l'IRM. On a à peu près 40% des rhumatos qui disent c'est eux qui les interprètent eux-mêmes, 30% qui réfèrent au radiologue et le reste, ils font les deux. Ils interprètent eux-mêmes et ils regardent l'interprétation de la radio. On a à peu près 30% qui jugent qu'ils sont aptes à interpréter l'IRM des sacro-iliaques. Le rythme est variable. Les scores, comme on a dit, pour qu'on puisse évaluer, il faudrait mesurer, mais est-ce qu'il est pertinent à l'échelle individuelle face à mon patient dans mon cabinet ou dans ma consultation de l'hôpital de lui faire un score radiographique? 90% n'en trouvent pas l'utilité. On a 2,4, 3,6 qui font le BASRI et le MSAS et moins de 2% qui font les deux. Maintenant, en ce qui concerne les scores cliniques, on a plus de 80% qui mesurent tout. Alors peut-être que c'est un biais de sélection, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ceux qui ont répondu au questionnaire font le BASDAI, l'ASDAS, le VA douleur, la raideur médicinale, et la métrologie, c'est l'indice de Schubert, distance doigt-sol, les inclinaisons. Donc dans notre cohorte, les personnes qui ont répondu utilisent régulièrement ces outils cliniques pour évaluer leurs patients.
Une autre question s'est portée sur les comorbidités. Et on a demandé, ils avaient une liste, ils pouvaient checker quelles étaient les comorbidités qu'ils évaluaient systématiquement dans leurs différentes visites de suivi. Il y avait une question sur le rythme du suivi. En général, c'était entre 3 à 6 mois. Donc, ce qui est vérifié de manière systématique, plus de 80%, c'est les complications cardiovasculaires, la fatigue, l'ostéoporose autour de 70%. Et ce qui est moins bien questionné, c'est tout ce qui est troubles sexuels. Les manifestations extra-articulaires, bien qu'elles ne fassent pas partie des comorbidités, n'étaient évaluées que dans 40% des cas. Bon, comme c'est le professeur Moraoui qui a proposé le sujet, donc on a posé une question sur les outils numériques. Et donc la question était, utilisez-vous des outils numériques, applications mobiles, dossiers médicaux, électroniques, pour surveiller l'activité de la maladie chez vos patients? Alors on a un pourcentage important, plus de 30% qui l'utilisent régulièrement, et 42% souhaiteraient l'utiliser de manière plus régulière. Maintenant, quels sont les obstacles qui étaient rencontrés dans cette évaluation de l'activité de la maladie? Nous avions différents types d'obstacles que j'ai groupés sous le terme adhésion des médecins qui pourraient être dus soit au contexte de leur pratique clinique, soit du temps alloué à la consultation, soit les deux. Et de même pour l'adhésion du patient qui, pour certains médecins, ne souhaitaient pas refaire des bilans ou être évalués justement de manière régulière. La question, est-ce que vous pensez avoir besoin d'une formation spécifique concernant la spondyarthrite? 77% ont répondu oui, 19% ont dit selon les sujets et 3,6% ne sont pas intéressés. Et les principales thématiques qui étaient rapportées, c'est l'interprétation de l'imagerie, c'est l'évaluation globale du patient et c'est toutes les techniques de prise en charge non pharmacologiques. Donc à terme, cette étude nous permet de proposer un renforcement de la formation continue ciblée sur les besoins donc, de notre communauté, de voir l'intégration du numérique avec la mise en place de registres connectés de e-pro en temps réel et pour les études futures, d'inclure les patients partenaires dans l'évaluation pour voir qu'est-ce qui serait plus pertinent justement à leurs yeux. Une remarque, parce qu'on l'avait eu au début quand on a commencé à distribuer le questionnaire, évaluer les pratiques n'est pas fait pour juger. On est tous conscients que quand on fait notre consultation, le but justement c'est de comprendre pour améliorer la prise en charge des patients. Mais on ne juge pas, on n'a pas dit est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, c'est juste pour comprendre et pour mieux améliorer. Et je finis par la phrase avec laquelle j'avais commencé. Donc je vous ai dit que M. Deming disait que sans données, on est juste une personne qui a une opinion. Ça date des années 1960. Mais celle que je préfère, c'est celle d'un Parisien qui s'appelle professeur Philippe Silbarzel, qui dit que without opinion, si on n'a pas une idée, nous sommes juste une personne avec des données, et avec le monticule de données qu'on a aujourd'hui, bon courage pour les interpréter. Je vous remercie.